Imaginez un monde où un corbeau vaniteux, un renard rusé, une fourmi laborieuse ou un lion majestueux deviennent les messagers des vérités les plus profondes sur l'humanité. Un monde où la morale se cache derrière les plumes, les griffes et les sabots, pour éviter la colère des puissants et toucher directement le cœur du peuple. Ce monde, Jean de La Fontaine l'a créé au XVIIe siècle, en pleine monarchie absolue, à une époque où parler trop franchement pouvait vous coûter bien plus qu'une mauvaise critique. Né en 1621 dans la petite ville de Château-Thierry, La Fontaine a grandi loin des fastes de la cour, mais avec un œil observateur et un esprit vif. Il a vite compris que la nature était un livre ouvert, et que les animaux pouvaient devenir le miroir des hommes. Derrière l'élégance de ses vers se cache une arme redoutable, l'art de faire réfléchir en amusant. Ces fables, lues dans les salons aristocratiques comme dans les chaumières, ont traversé les siècles sans prendre une ride. Aujourd'hui encore, un enfant de 6 ans et un philosophe peuvent y trouver la même vérité, chacun à sa manière. Mais qui était vraiment cet homme, à la fois discret et provocateur, doux rêveur et fin stratège, poète et moraliste? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Jean de La Fontaine voit le jour le 8 juillet 1621 dans la petite ville de Château-Thierry, au cœur de la région de Champagne. Fils de Charles de La Fontaine, maître des eaux et forêts, et de Françoise Pidoux, issu d'une famille bourgeoise, il grandit dans un environnement confortable, marqué par l'ordre, la nature et la vie provinciale. Dès l'enfance, Jean développe un goût particulier pour les paysages champenois, les bois, les rivières et les animaux qui les peuplent. Ce contact intime avec la nature façonnera pour toujours son regard et nourrira plus tard ses fables. Son éducation commence sous la houlette de précepteurs locaux, avant qu'il ne soit envoyé au collège de Reims. L'élève, rêveur et curieux, préfère déjà la poésie et l'observation du monde aux rigueurs de la grammaire latine ou de la rhétorique formelle. Pourtant, il assimile peu à peu la richesse de la langue et la musique des mots. À la maison, il entend les histoires populaires racontées par les paysans, mêlant légendes, anecdotes et sagesse paysanne, un terreau fertile pour un futur conteur. La Fontaine grandit aussi dans une France en mutation, marquée par les tensions religieuses et l'autorité grandissante de la monarchie. Bien qu'éloigné des intrigues de la cour, il apprend très tôt que la prudence et la subtilité sont des vertus indispensables pour qui veut s'exprimer librement. En observant la nature et les hommes, il commence, sans le savoir, à collecter les ingrédients de son œuvre future, la vivacité des dialogues, la force des images, et l'art de dire beaucoup en peu de mots. À l'adolescence, Jean de La Fontaine quitte Château-Thierry pour poursuivre ses études à Paris. Il est d'abord destiné à une carrière ecclésiastique, et entre au séminaire de Saint-Magloire. Mais la vie monastique, austère et rigide, ne convient guère à son esprit rêveur. Après quelques mois, il quitte le séminaire et s'oriente vers des études de droit, plus conformes aux attentes familiales. Il obtient finalement son diplôme en 1649, devenant avocat au Parlement de Paris. Pourtant, le droit n'éveille en lui aucune passion, la robe d'avocat lui semble bien lourde, et les codes juridiques, trop rigides pour un esprit avide d'imaginaire. Pendant ses séjours parisiens, Jean fréquente les salons littéraires et découvre les œuvres de Rabelais, Clément Marot et des poètes italiens. C'est là que naît sa véritable vocation, l'écriture. Séduit par la grâce de la poésie et la liberté qu'elle offre, il commence à composer ses premiers vers, influencé par la mode du temps. Ses débuts sont hésitants, car il n'a pas encore trouvé son style propre. Il expérimente les formes, écrit quelques poèmes galants et des pièces inspirées de l'Antiquité. Mais La Fontaine demeure partagée entre prudence et passion. Les temps sont incertains, et vivre de la plume relève presque de l'utopie. Conscient qu'il lui faut un protecteur pour s'affirmer dans le monde des lettres, il entretient ses relations dans les cercles cultivés. Dans l'ombre, son esprit observe et engrange, préparant la mue du juriste en conteur. Ce moment charnière marque la lente transformation d'un jeune provincial en futur maître des fables. La carrière littéraire de Jean de La Fontaine prend un tournant décisif lorsqu'il rencontre Nicolas Fouquet, surintendant des finances du royaume et grand protecteur des arts. Fouquet, séduit par le talent du poète, l'accueille dans son cercle et lui offre une pension généreuse en échange de quelques œuvres. C'est un soutien providentiel pour La Fontaine, qui peut désormais se consacrer pleinement à l'écriture sans craindre les soucis matériels. Il compose alors plusieurs poèmes en l'honneur de son mécène, dont la célèbre élégie aux nymphes de Vaux.
Mais en 1661, le destin frappe, Fouquet est arrêté sur ordre de Louis XIV, accusé de malversation. Cet événement marque profondément La Fontaine, qui ose publier un poème de soutien à son bienfaiteur. Ce geste courageux ou imprudent le place dans une position délicate vis-à-vis du roi, et lui vaut de se tenir à distance de la cour pendant plusieurs années. Durant cette période, La Fontaine se rapproche d'autres mécènes, notamment la duchesse de Bouillon et madame de la Sablière, qui lui offrent hébergement et protection. C'est dans ces salons raffinés qu'il affine son art et gagne en notoriété. En 1668, Jean de La Fontaine publie le premier recueil de ses fables, dédié au dauphin, fils de Louis XIV. Ce choix n'est pas anodin, en offrant ses histoires au jeune héritier, le poète cherche à se concilier la faveur de la cour tout en transmettant, sous couvert d'animaux parlants, des leçons universelles sur la vie, le pouvoir et la nature humaine. Ce premier livre contient certaines des fables les plus célèbres encore aujourd'hui, comme la cigale et la fourmi, le corbeau et le renard ou le loup et l'agneau. Ces récits courts, rythmés et imagés frappent par leur simplicité apparente, mais chaque vers cache une observation fine du comportement humain. La Fontaine y déploie un art unique, celui de mêler la grâce poétique à la critique sociale, l'humour à la morale. Les puissants se reconnaissent dans le lion, les courtisans dans le renard, les faibles dans la fourmi ou l'agneau. Ce masque animal permet au poète d'éviter les attaques directes, tout en livrant des messages que chacun peut comprendre selon son rang. Le succès est immédiat. Les fables circulent dans les salons, se récitent dans les écoles et se copient à la main. Mais pour La Fontaine, elles ne sont pas seulement un divertissement, elles sont un outil pour dire le vrai dans un monde où la franchise peut coûter cher. Au fil des ans, il publiera plusieurs autres recueils, chacun plus riche et audacieux, faisant de la fable un genre noble et profondément ancré dans la culture française. Au XVIIe siècle, écrire n'était pas seulement un acte créatif, c'était aussi un exercice d'équilibriste. Sous le règne absolu de Louis XIV, la parole publique était étroitement surveillée, et la moindre critique directe pouvait valoir disgrâce, exil, voire pire. Jean de La Fontaine en était parfaitement conscient. Plutôt que d'affronter le pouvoir frontalement, il choisit la voie de la ruse littéraire, ses fables allaient dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas, mais sous le masque d'animaux. Dans Les animaux malades de la peste, par exemple, le lion incarne le souverain, les courtisans se reconnaissent dans le renard, et les plus faibles sont sacrifiés sans justice. Mais en remplaçant les hommes par des bêtes, La Fontaine désamorce la colère royale. Le rire et la morale douce amère permettent de faire passer des vérités qui, autrement, auraient été jugées subversives. Sa plume, agile et subtile, joue ainsi sur plusieurs niveaux de lecture. Pour un enfant, la fable est une histoire amusante. Pour un adulte attentif, c'est un miroir de la société. Et pour les esprits critiques, c'est un manifeste déguisé contre l'hypocrisie, l'abus de pouvoir et l'injustice. Cette capacité à plaire à tous les publics, tout en conservant une pointe de piquant, est sans doute l'un des plus grands talents de La Fontaine. En contournant la censure, il a non seulement protégé sa liberté, mais aussi pérennisé son œuvre. Car ses vérités, habillées de fourrure et de plumes, sont devenues intemporelles. La vie littéraire du XVIIe siècle est un terrain de jeu et de duel. Jean de La Fontaine, malgré sa nature douce et son tempérament discret, évolue au cœur d'un monde où les alliances et les rivalités façonnent les carrières. Il tisse des amitiés solides avec certains des plus grands noms de son époque, comme Molière, dont il admire le génie comique, et Racine, qu'il fréquente dans les salons. Avec Boileau, il partage un respect mutuel, même si leur style diffère. Ces amitiés sont précieuses, elles permettent échange d'idées, lecture en avant-première, et soutien public. Mais elles n'excluent pas les tensions. Dans une époque où l'art sert aussi de vitrine politique, un mot mal placé peut déclencher querelles et pamphlets. La Fontaine, fidèle à sa réputation d'observateur ironique, préfère souvent la subtilité aux attaques frontales, mais il n'hésite pas à glisser, dans ses fables, quelques piques bien senties contre ses détracteurs. Les rivalités naissent parfois de divergences de vision littéraire. Certains académiciens jugent ses écrits trop simples, trop populaires pour le canon officiel, ignorant que cette simplicité est le fruit d'un travail d'orfèvre. La Fontaine, lui, continue de cultiver son style unique, refusant de se plier totalement aux modes.
Il sait que sa force réside dans sa liberté, même relative, et dans sa capacité à parler à toutes les couches de la société. Ses amitiés et rivalités forgent un réseau qui, malgré les tensions, contribuera à consolider sa place parmi les immortels de la littérature française. En 1684, après plusieurs tentatives infructueuses et malgré la méfiance royale, il est enfin élu à l'Académie française. Cette entrée, tardive mais prestigieuse, consacre son talent et sa place dans le panthéon littéraire français. Pourtant, derrière le succès, demeure l'ombre du poète fidèle à ses amitiés, prêt à braver le pouvoir au nom de la loyauté. Pendant des années, son style jugé trop libre, sa réputation d'homme distrait et ses soutiens parfois controversés avaient retardé son élection. Mais la popularité immense de ses fables finit par l'emporter sur les réticences. Les académiciens comprirent qu'il serait impossible d'ignorer plus longtemps celui qui avait su conquérir toutes les couches de la société par sa plume. La cérémonie de réception, marquée par le discours de Boileau en son honneur, symbolise autant une reconnaissance officielle qu'une revanche personnelle. La Fontaine, en dépit des pressions pour conformer son art au canon de l'institution, resta fidèle à son style, clair, élégant et subtilement subversif. Pour lui, l'Académie n'était pas une cage dorée mais une tribune, un espace où sa voix pouvait porter encore plus loin. Cette reconnaissance renforce son statut de figure incontournable des lettres françaises. Désormais, il n'est plus seulement un conteur ou un poète populaire, il est un immortel, dépositaire de la langue et de la culture. Pourtant, fidèle à lui-même, il garde son humilité et préfère la compagnie des amis et des protecteurs bienveillants au faste de la cour. Son passage à l'Académie restera l'un des moments les plus marquants de sa vie publique, scellant l'héritage d'un homme qui avait su, par la force des mots, se frayer un chemin jusque dans le cœur du pouvoir intellectuel français. À partir des années 1690, Jean de La Fontaine est un homme respecté, reconnu par ses pairs et chéri par le public. Pourtant, derrière la renommée, la santé décline. L'âge et les années de labeur ont affaibli ce poète qui, toute sa vie, a préféré les plaisirs simples aux excès mondains. Installé à Paris, il vit sous la protection de Madame d'Hervart, une amie fidèle qui lui offre un refuge confortable. La Fontaine reste actif, continuant d'écrire et de publier, mais avec un rythme ralenti. Ses dernières œuvres portent une tonalité plus grave, comme si le poète, conscient de sa fin proche, voulait livrer ses dernières leçons au monde. Il fréquente toujours les salons, mais se retire souvent dans le calme de sa chambre pour lire, méditer ou recevoir quelques proches. En 1692, frappé par une grave maladie, il se rapproche de la religion. On raconte qu'il fit brûler certains écrits jugés légers, signe d'une volonté de se préparer à l'au-delà. Pourtant, il ne renonce jamais à l'esprit d'observation et à l'ironie douce qui ont fait sa marque. Jusqu'au bout, il garde ce mélange de sagesse et de malice, comme une signature. Le 13 avril 1695, Jean de La Fontaine s'éteint à Paris, à l'âge de 73 ans. Sa mort suscite une profonde émotion. On le pleure autant dans les cercles littéraires que dans les foyers modestes, preuve que ses fables avaient franchi toutes les frontières sociales. Dans l'ombre de la tombe, commence alors la lumière de la postérité. Sa disparition marque la fin d'une époque où la littérature, la cour et la société se mêlaient dans un ballet d'intrigue et de création. Il meurt entouré d'amis et de quelques fidèles protecteurs, laissant derrière lui une œuvre immense et un style inimitable. Son enterrement attire nombre de lettrés, d'admirateurs et de curieux venus saluer l'homme qui, par la voix des animaux, avait su parler à tous les hommes. Ses fables, déjà largement diffusées de son vivant, connaissent un regain d'intérêt après sa mort. On les réédite, on les traduit, on les apprend par cœur dans les écoles. Elles franchissent rapidement les frontières, en Europe, puis dans le monde entier, elles deviennent un patrimoine commun, un langage universel de la morale et de l'esprit. L'héritage de La Fontaine réside dans sa capacité à rendre la sagesse accessible. Ses histoires, simples en apparence, portent des leçons profondes sur la justice, la ruse, la prudence et la condition humaine. De Voltaire à Hugo, nombre d'écrivains reconnaîtront en lui un maître de la concision et de l'image frappante. Aujourd'hui encore, plus de 3 siècles après sa mort, ses fables sont enseignées, adaptées au théâtre, au cinéma, et même revisitées dans des versions modernes.
La Fontaine demeure l'un des rares auteurs dont l'œuvre a traversé les générations sans perdre ni sa force ni son charme. Comme ces animaux éternels, sa voix continue de murmurer à l'oreille des hommes, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ses fables, traduites dans des dizaines de langues, continuent de captiver enfants et adultes sur tous les continents. Dans les écoles françaises, elles sont encore apprises par cœur, devenant souvent le premier contact des élèves avec la poésie. Elles forment une passerelle entre la langue du XVIIe siècle et les valeurs universelles qui traversent le temps, justice, prudence, ruse, solidarité. Dans l'espace public, La Fontaine est honorée par des statues, des écoles et des rues portant son nom. Ses textes inspirent des artistes, des illustrateurs, des dramaturges et même des réalisateurs de cinéma et de dessins animés. Les animaux qu'il a rendus célèbres, le renard, le corbeau, la cigale, la fourmi, sont devenus des archétypes culturels que chacun reconnaît immédiatement. Mais au-delà des adaptations et des hommages, l'actualité de La Fontaine réside dans son regard sur l'humanité. Ses critiques des puissants, ses observations sur l'avidité, l'hypocrisie ou la bêtise trouvent encore un écho saisissant dans notre époque. Ainsi, La Fontaine n'est pas seulement un auteur du passé, il est un témoin éternel de la nature humaine. En le relisant aujourd'hui, nous découvrons que, si les costumes et les décors changent, les travers et les vertus des hommes, eux, restent étonnamment les mêmes. Jean de La Fontaine n'a pas seulement écrit des fables, il a façonné un langage intemporel, une passerelle entre les siècles et les cultures. Par la voix des animaux, il a parlé aux rois et aux paysans, aux enfants et aux érudits, aux rêveurs et aux pragmatiques. Derrière chaque vers, il a laissé une étincelle de vérité, enveloppée d'élégance et d'humour. Ce qui rend son œuvre si universelle, c'est sa capacité à traduire en images simples les grandes lois de la vie. La prudence de la fourmi, la ruse du renard, l'arrogance du corbeau ou la persévérance de la tortue ne sont pas seulement des traits d'animaux, ce sont nos propres forces et faiblesses. En les mettant en scène, La Fontaine a tendu un miroir à l'humanité, sans jamais juger avec dureté, mais toujours avec une bienveillance lucide. Aujourd'hui, ces mots continuent de circuler, de se murmurer dans les classes, de s'adapter sur les scènes de théâtre, de se glisser dans la publicité, la chanson ou même les débats politiques. Peu d'auteurs peuvent se vanter d'avoir survécu ainsi à plus de 3 siècles de changements sans perdre leur fraîcheur. En refermant le livre des fables, on ne ferme pas la porte sur un passé révolu. On l'ouvre sur un savoir éternel, celui que les histoires simples, racontées avec art, peuvent traverser les âges et les frontières. La Fontaine, par son génie discret mais tenace, nous rappelle que, tant qu'il y aura des hommes, il y aura des fables, et que, tant qu'il y aura des fables, il y aura La Fontaine. À travers ces fables intemporelles, La Fontaine a su mêler humour, morale et critique sociale, inspirant des générations entières. Et vous? Quelle est votre fable préférée de La Fontaine? Partagez-la en commentaire. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires.